Bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos archives. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument absolu. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis ravie d'être là pour en parler. Et moi, je suis super enthousiaste parce que on a une mission claire aujourd'hui. J'ai là une pile de sources académiques, des notes de cours universitaires qui sont ultra denses, des extraits d'historiens. Une belle montagne de documents. C'est ça. Et l'objectif, c'est de synthétiser tout ça pour retracer la trajectoire vertigineuse de la République romaine. Depuis sa fondation en 509 avant notre ère, Jusqu'à sa chute, ou en tout cas son effondrement spectaculaire, à la bataille d'Actium en 31 avant notre ère. Donc, décortiquons tout cela. allons-y. La première chose qui saute aux yeux quand on lit ces documents, c'est cette formidable ironie institutionnelle. C'est-à-dire? La res publica, littéralement la chose publique, n'a jamais été pensée comme une démocratie. Pas du tout. C'est une oligarchie pur jus, complètement confisquée par une poignée de grandes familles, les patriciens. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de voir comment les sources montrent une évolution tout à fait organique. Cette oligarchie a créé une machine d'expansion tellement redoutable qu'elle a fini par broyer ses propres créateurs. C'est le paradoxe total. Exactement. L'enjeu pour nous, au fil de cette analyse, ça va être de comprendre comment une petite cité est devenue la maîtresse absolue du monde méditerranéen et comment cette expansion, même, a fini par détruire ses propres institutions. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit avertissement de rigueur pour ceux qui nous écoutent. Oui, c'est important de le préciser. Au cours de cette exploration, on va croiser des clivages politiques majeurs, je pense notamment aux populares et aux optimates un peu plus tard, Tout à fait. et on va traiter ces factions avec une stricte neutralité. Il n'est pas question de prendre parti ou de juger avec nos critères modernes. On est là pour restituer les faits tels que les sources nous les décrivent, de manière purement analytique, sans aucune prise de position. Voilà, le cadre est posé. Du coup, si on remonte aux origines, acte 1, on est en 509 avant notre ère. C'est la fameuse Révolution. La Révolution qui chasse le dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe. C'est ça. Mais l'aristocratie patricienne ne fait pas ça pour rendre le pouvoir au peuple. Pas du tout. Ah bah non, il le privatise en fait. Il se le réserve via un tout nouveau système de magistrature. Il crée les consuls. Deux consuls qui détiennent ce qu'on appelle l'imperium. L'impérium, oui. Le pouvoir de commandement absolu. C'est l'essence royale, mais partagée entre deux hommes pour un an. Sauf que la plèbe, donc le reste du peuple, n'a pas son mot à dire. Et en 494 avant notre ère, c'est la rupture. La plèbe fait ce que j'appellerais un chantage magistral. La fameuse sécession de la plèbe sur le mont sacré. Voilà. En gros, ils disent aux patriciens qu'ils en ont marre de fournir la chair à canon pour les guerres incessantes. Ils se retirent et font littéralement une grève de la guerre. Une grève militaire dans l'Antiquité, c'est un rapport de force inouï. Les patriciens n'ont pas d'autre choix que de céder, car sans la plèbe, il n'y a plus d'armée romaine. Et ça marche. Ça marche très bien même. Les sources soulignent que ce rapport de force mène à des concessions majeures. C'est là qu'ils créent les tribunes de la plèbe. Des intouchables en gros. Exactement, ils sont sacro-saints. Et puis, un peu plus tard, on a la mise par écrit du droit avec la loi des 12 tables en 451. Pour éviter l'arbitraire des juges patriciens. C'est ça, suivi par la lex Canuleia qui autorise les mariages mixtes entre patriciens et plébéiens. C'est vraiment le début du grand compromis républicain. Un compromis qui va forger un bloc hyper solide. Ce qui nous amène directement à notre deuxième acte, l'expansion en Italie entre le 4e et le 3e siècle. La guerre devient une véritable institution. Le moteur de Rome. J'ai adoré un détail dans les textes sur l'impérialisme naissant. Lors de la prise de la ville étrusque de Veii, en 396 avant notre ère, les Romains font un truc incroyable. L'évocatio. Oui, ils débauchent littéralement la déesse ennemie. Ils se pointent devant la ville et promettent à Junon, la déesse de Veii, de lui construire un temple magnifique à Rome si elle change de camp. C'est un pragmatisme religieux fascinant. Au lieu de détruire les dieux adverses, Rome les assimile. Et si l'on relie cela à une image plus globale, cette intelligence se retrouve surtout au niveau militaire. Ah, face aux Samnites. Exactement. Les Samnites sont un peuple montagnard redoutable. Rome utilisait la phalange, rigide, héritée des Grecs. Mais dans les montagnes, c'était un désastre tactique. Ça ne passait pas du tout. Donc, ils s'adaptent, ils abandonnent la phalange pour adopter la légion manipulaire, beaucoup plus flexible en terrain accidenté. Et ils piquent même le bouclier ennemi, non? Le scutum, le grand bouclier ovale, oui. Rome gagne sur le long terme parce qu'elle sait assimiler les innovations tactiques de ses adversaires.
Et cette capacité d'adaptation, elle va être poussée dans ses retranchements avec la guerre de Pyrrhus, entre 282 et 272. Le roi d'Épire, appelé à la rescousse par la riche cité grecque de Tarente. C'est le premier grand choc de Rome avec le monde hellénistique. Et Pyrrhus débarque avec une arme terrifiante pour les Romains de l'époque, les éléphants de guerre. La terreur psychologique absolue. Les Romains les appelaient les bœufs de Lucanie car ils n'avaient jamais vu une chose pareille. C'est un détail génial des sources. Mais Pyrrhus, bien qu'il gagne les premières batailles, perd tellement d'hommes face à la ténacité romaine que ça a donné naissance à une expression célèbre. Une victoire à la Pyrrhus. Une victoire si coûteuse qu'elle équivaut à une défaite. Résultat, en 264, Pyrrhus est reparti et l'Italie entière est sous domination ou influence romaine. Ce qui place Rome face à un nouveau problème géopolitique majeur. Elle partage désormais la Méditerranée avec l'autre superpuissance de l'époque, Carthage. Ce qui nous fait basculer dans l'acte 3, le choc des empires, avec les guerres puniques de 274 à 146 avant notre ère. La confrontation était inévitable. Et ça commence par la première guerre punique, principalement navale. J'ai lu cette anecdote dans les documents qui est juste hallucinante. L'épisode des poulets sacrés en 249 à Drépane. Ah oui, le consul Claudius Pulcher. Un grand moment d'arrogance. Il s'apprête à lancer une bataille navale et il doit observer les présages. Mais les poulets sacrés refusent de manger leurs grains. Ce qui est le pire présage possible dans la religion romaine. Mais lui s'en fiche. Il est pressé. Il prend les poulets, les jette à la mer en criant « Eh bien, s'ils ne veulent pas manger, qu'ils boivent !» Avec pour conséquence immédiate une défaite militaire cuisante. C'est la punition divine selon les sources. Mais la véritable épreuve, la plus terrible, c'est la deuxième guerre punique, avec Hannibal. Hannibal Barca, oui. C'est l'incarnation de la terreur pour Rome. Il traverse les Alpes et inflige aux Romains des désastres retentissants. La Trébille, le lac Trasimène, et bien sûr Cannes, où c'est un véritable bain de sang. La panique à Rome est totale. Et c'est intéressant d'observer la réaction institutionnelle face à cette terreur irrationnelle. Les sources parlent d'une résurgence de sacrifices humains au Forum Boarium en plein cœur de Rome. Des enterrements de gens vivants, c'est ça ? Oui, on consulte les livres sibyllins et on va jusqu'à sacrifier des humains pour apaiser la colère des dieux. C'est dire le niveau d'angoisse. Mais malgré ça, la République ne craque pas. Le basculement arrive grâce à Scipion l'Africain, qui porte la guerre chez l'ennemi. La victoire finale de Zama, qui brise Carthage. Et plus tard, en 146, la destruction totale et définitive de la ville. Carthage est rasée. Mais cette victoire suprême pose une question cruciale, et c'est là qu'on entre dans l'acte 4. Oui, comment geler cet immense nouvel empire, qui s'étend désormais sur la Méditerranée avec les institutions d'une simple cité-État. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les sources montrent une fracture sociale et politique béante. L'expansion a rendu une infime minorité incroyablement riche, mais a ruiné les petits paysans romains. Exactement. Le paysan qui passait des années à se battre loin de chez lui retrouvait sa ferme en ruine à son retour. Pendant ce temps, l'élite rachetait ses terres pour créer de vastes domaines agricoles, les latifundia. Cultivés par les milliers d'esclaves ramenés des conquêtes. Le citoyen romain moyen se retrouve à la rue. C'est qui provoque l'émergence de deux grands courants politiques. Attention, les historiens insistent bien, ce ne sont pas des partis politiques au sens moderne du terme. C'est plus des idéologies ou des méthodes politiques. C'est ça. On a d'un côté les populars, favorables au peuple, initiés par les fameux frères Gracques qui tentent des réformes agraires, et de l'autre, les optimates. Les conservateurs du Sénat qui veulent préserver leurs privilèges fonciers. Et ça tourne au meurtre politique. Mais la crise ne s'arrête pas là, car les alliés de Rome en Italie se sont eux aussi floués. Les alliés italiques, qui ont versé leur sang pour l'Empire, n'ont pas la citoyenneté romaine. Le refus obstiné du Sénat provoque la guerre sociale, entre 91 et 88 avant notre ère. Un véritable bain de sang. On parle de 300 000 morts. C'est un moment charnière que les sources décrivent comme une guerre civile avant l'heure. Rome gagne sur le terrain militaire, mais cède sur le plan politique. Avec des lois comme la Lex Iulia et la Lex Plautia Papiria. Tout un fait. La citoyenneté est finalement étendue à toute l'Italie. Mais la boîte de Pandore de la violence est ouverte, ce qui nous amène au face-à-face funeste entre Marius et Sylla. L'escalade est terrifiante. La grande réforme de Marius, c'est d'avoir recruté des citoyens sans terre dans l'armée. Le légionnaire ne se bat plus pour la République, il se bat pour son général, qui lui promet une retraite et du butin. Les armées deviennent des milices privées. Et pour la première fois de l'histoire, des armées romaines marchent sur Rome. Sylla, qui est un optimate, entre dans la ville par la force.
Il écrase les partisans de Marius et instaure une dictature sanglante avec le système des proscriptions. Des listes de mise à mort publiques. C'est glaçant. Et Sylla se fait nommer dictateur. Son but affiché est de restaurer l'autorité absolue du Sénat. Il double le nombre de sénateurs pour atteindre les 600 membres, et il ampute drastiquement les pouvoirs des tribunes de la plèbe. Mais en croyant sauver le système, il a surtout montré que la force militaire primait sur le droit. Et ça, c'est la transition parfaite vers notre acte 5. L'ascension des impératores et la mort de la République au 1er siècle. Le système de Sylla s'effondre très vite après lui. Pour avoir le pouvoir maintenant, il faut 3 choses. De l'argent, un vaste réseau de clientèle et la gloire militaire. Ce qui donne naissance au premier triumvirat en 60 avant notre ère, une alliance secrète pour verrouiller l'État. On y retrouve Pompée, le général le plus brillant de son temps, le richissime Crassus et un fin politicien issu des populares. Jules César. Voilà. Et pour se hisser au sommet, César a besoin de gloire. Il part pour la guerre des Gaules. Une guerre impitoyable. Les textes décrivent sa stratégie alternant clémence et sévérité absolue, avec ce point d'orgue tragique face à Vercingétorix lors du siège d'Alésia. Sauf qu'à Rome, sans César, le triumvirat explose. Crassus meurt et Pompée se rapproche du Sénat conservateur pour contrer César. Ce qui nous amène au point de non-retour en 49 avant notre ère, le fameux franchissement du Rubicon. César refuse de licencier son armée et marche sur Rome, déclenchant une nouvelle guerre civile. Il poursuit Pompée jusqu'en Grèce, le défait à Pharsale et se retrouve seul maître à bord. Il a accumulé titres jusqu'à se faire nommer dictator perpetuo, dictateur à vie. Et c'est là l'erreur fatale de César. Pour l'aristocratie sénatoriale, ce titre c'est ni plus ni moins le retour de la monarchie qu'ils haïssent depuis 509. Conséquence directe, les Ides de Mars en 44 avant notre ère. César est assassiné en plein Sénat par un groupe de conspirateurs effrayés par cette dérive monarchique. Ils pensaient sauver la République, mais ils n'ont fait que précipiter son agonie finale. Parce que les héritiers de César prennent la relève. C'est le second triumvirat, avec Octave, Marc-Antoine et Lépide. Et la grande différence avec la génération de Pompée et César, c'est que cette nouvelle alliance est parfaitement légale. C'est institutionnalisé par la Lex Titia. Il commence par venger César en écrasant les assassins à Philippe, mais très vite, la mécanique du pouvoir reprend ses droits et ils se déchirent entre eux. Lépide est écarté, le duel final oppose Octave en Occident et Marc-Antoine en Orient. Et là, Octave joue un coup de maître politique. Il utilise le testament de Marc-Antoine pour monter une campagne de propagande redoutable. Il l'accuse publiquement de s'orientaliser au contact de Cléopâtre, la reine d'Égypte, et de trahir les valeurs romaines. La conclusion de ce conflit titanesque se joue sur l'eau à la bataille navale d'Actium en 31 avant notre ère. Octave détruit la flotte de Marc-Antoine et Cléopâtre, ce qui le laisse seul et unique maître du monde romain. La République est morte. Et en 27 avant notre ère, il devient Auguste. C'est là que réside le véritable génie d'Auguste. Par rapport à César, Auguste vide les institutions de leur substance, mais il maintient scrupuleusement la fiction d'une république restaurée. Il laisse le Sénat exister, les consuls sont toujours là, mais c'est lui qui détient tout le pouvoir réel. C'est l'inauguration du Principat. Une monarchie qui ne dit pas son nom. Exactement. Alors, en arrivant à la fin de cette synthèse, on peut légitimement se poser une question. Qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? C'est le grand enseignement de nos sources. La République romaine est morte de ses propres succès. Elle a été incapable d'adapter ses vieilles institutions municipales à la taille colossale de ses conquêtes territoriales. La soif de pouvoir individuel, l'appât du gain, tout ça a remplacé l'équilibre collectif. Et je laisserai bien ceux qui écoutent sur une ultime réflexion assez frappante quand on y pense. Je t'écoute. Bien qu'Octave, devenu Auguste, ait instauré une véritable monarchie impériale, le mot res publica a continué d'être utilisé officiellement par les Romains pendant des siècles. C'est fou, oui. Il est passionnant de se demander comment le vocabulaire politique peut survivre de façon totalement artificielle, juste pour rassurer une population, alors même que la réalité du pouvoir a été complètement renversée depuis des générations. Le pouvoir des illusions politiques. C'est fascinant. C'est sur cette pensée que l'on va clôturer notre exploration d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse des archives romaines et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine immersion.